Amis du jour, bonjour, bienvenue sur Project Code. Cette chaîne a pour but de vous apprendre à coder dans plusieurs langages. Mes idées de vidéo pour l'instant passeront par le C, le C++ et le Python. Si ça vous plaît, il faudra que je parte vers le Java par la suite et pourquoi pas quelques langages web. Dans cette première vidéo, nous allons voir les bases de la programmation et pour ce faire, nous passerons par le langage C. Pourquoi le langage C? D'abord car il reste un langage très proche de la machine, et de ce fait il est facile de comprendre le rapport entre notre machine et notre code. Et d'autre part parce que ça reste un langage très rigoureux, avec une vraie gestion de la mémoire, de la RAM quoi. C'est pour cela qu'en performance pure, le C est souvent beaucoup plus rapide que la plupart des langages, au détriment d'avoir beaucoup plus de lignes de code à écrire. Dans cette première vidéo, nous allons voir les variables, les conditions, les boucles, les opérations et les fonctions. Pour faire en sorte que la vidéo ne dure pas 1 heure, je vais vulgariser régulièrement le fonctionnement du code ou de la machine, et d'autres fois rentrer pas mal dans les détails, car c'est tout l'intérêt de commencer par le C. Et c'est pour cela qu'en description, vous aurez tous les repères de temps pour faire sauter toutes les parties qui ne vous intéresseraient pas. Une fois cette vidéo finie, la seconde sera le tout premier projet que je vous propose, et ce sera un résolveur de Sudoku. Ce programme prendra en entrée en fait un Sudoku qui est incomplet, et tout simplement il va le résoudre. Et quand je dis Sudoku incomplet, il peut carrément être vide. La troisième vidéo, on va modifier le code de la seconde pour intégrer en fait la gestion de la mémoire dynamique. Bon, je vous en dis pas plus pour le moment, mais en gros, au lieu de résoudre un Sudoku, on va en résoudre une liste. Et pour la quatrième vidéo, j'ai envie de partir encore vers autre chose, enfin vers autre chose. Justement, on va rester sur le même programme, mais on va le multithreader. Sous-entendu, on va faire résoudre un Sudoku à chacun des cœurs de votre processeur. À ce stade, votre niveau en C sera pas mal avancé, et nous pourrons regarder le C++, et ainsi accéder à une autre manière de penser le code. La programmation orientée objet, tout simplement. Bon, voilà pour l'intro. Avant toute chose, pour coder en C, vous avez besoin de deux choses, un éditeur de code et le compilateur GCC. Au niveau de l'éditeur de code, plusieurs possibilités, vous n'êtes pas du tout forcé de prendre le même que le mien, vous pouvez en tester plusieurs et prendre celui que vous préférez. Évitez les environnements tout en un, tels que CodeBlock, parce que quand on s'habitue à ce genre d'environnement, le jour où, je sais pas, en entreprise, on vous demande de coder sur autre chose, en fait, ce sera très difficile de perdre les habitudes sous CodeBlock. Donc moi j'aurais plutôt tendance à vous orienter vers Sublime Text ou Visual Code que j'utilise personnellement, ou CLion, pourquoi pas. Pour vous montrer, voilà, bon, bah, sur Google, Visual Code, download Visual Code, et voilà, c'est gratuit, et personnellement c'est celui que j'utilise. Sublime Text, de la même manière, c'est gratuit aussi, ça ressemble à ça. Et pourquoi pas, CLion à côté. Honnêtement, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, les trois se valent. Le petit plus que j'ai moi avec Visual Code, qui je crois, si je ne m'abuse, que Sublime Text ne fait pas, c'est le fait d'avoir directement mon terminal en bas, quoi, pour compiler mon programme et pour le lancer. Voilà, c'est un petit détail, mais il me semble que Sublime Text ça ne le fera pas, et vous aurez donc en fait un terminal à côté, sous Windows c'est PowerShell, par exemple, pour lancer vos programmes. Bon, c'est pas ça qui va faire la différence. Ensuite, pour les utilisateurs de Windows principalement, vous devez installer le compilateur GCC. Et pour cela, je vais vous conseiller une vidéo et une chaîne en passant. C'est, hop, si vous écrivez sur YouTube tuto C code MinGW, vous allez tomber sur cette personne, sur cette chaîne, qui s'appelle Formation Vidéo, et qui, voilà, sur cette vidéo de 14 minutes, explique très bien comment installer GCC. J'ai appliqué cette vidéo justement avant de vous la proposer, ça a très bien marché chez moi, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas chez vous. Voilà en gros pour l'introduction. De plus, comme je le disais juste avant, il y a certaines choses dans lesquelles je vais vraiment rentrer dans les détails et d'autres que je vais plutôt survoler. N'hésitez pas à aller voir cette chaîne là, Formation Vidéo, car il a fait une liste de lecture tout simplement avec toutes ses formations en C et elles sont vraiment extrêmement détaillées. Quand on en arrive à faire 45 minutes sur les variables, si vous voulez, vous aurez vraiment du détail à ne plus savoir qu'en faire. Et comme je n'ai pas l'intention de faire en sorte que ma chaîne ressemble à la sienne,
Voilà, si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne, il y en aura justement du détail. Alors, à ce stade, je considère que vous avez suivi la vidéo de la chaîne Formation Vidéo pour installer votre compilateur. La compilation est quelque chose que je vais plutôt survoler, néanmoins, ce que vous devez savoir, c'est que le C est un langage compilé, et que par exemple le Python est un langage interprété. Une petite démonstration tout de suite. À gauche, nous avons un programme écrit en C qui se contente de print vive le C, et de return 0, sous-entendu de sortir. À droite, exactement le même programme écrit en Python. Le programme Python commence par ici, il appelle la fonction main, il print ce que je lui demande de printer. Ici, le Python, c'est pas pour tout de suite, et il return 0. Si je veux lancer le programme en C, je dois d'abord le compiler. Sous-entendu, le transformer en fait en langage machine, en langage binaire. Pour ce faire, gcc mon.c -o pour lui donner un nom, on peut l'appeler prog. À ce moment-là, j'ai bel et bien mon programme prog qui vient d'arriver. Si on essaye d'ouvrir prog, on va tomber donc sur quelque chose de strictement incompréhensible, à quelques petits détails près. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On doit avoir ma chaîne de caractères. D'abord, on a mon système, qui est écrit à l'intérieur du binaire, et on doit trouver ma chaîne de caractères quelque part. Je sais pas. Je sais qu'elle est quelque part, mais là, vive le C, par exemple. Mais bon. Et ensuite, donc, je peux lancer mon programme en faisant // mon programme. Et il va donc m'écrire vive le C, avec les \n que l'on voit ici, qui ne sont rien d'autre que le fait de forcer le retour à la ligne. Donc, pour lancer mon programme en C, d'abord je dois le compiler en lui donnant un nom, puis je dois le lancer. Dans le cas du Python, je me contente d'utiliser le programme Python pour interpréter mon code, et il me le lance tout de suite. Voilà en gros. Donc le C et le C++ sont des programmes qu'il faut obligatoirement compiler. Le Python n'a pas du tout besoin d'être compilé, il est directement interprété. Et on a le cas du Java qui est un peu particulier. On compile le Java pour obtenir en fait un langage intermédiaire, et ce langage intermédiaire sera interprété par la machine virtuelle Java. Donc là, on a encore voilà, un troisième système possible. Avant d'attaquer les variables, on va discuter un peu de langage binaire que reçoit notre processeur. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le C peut être considéré comme un langage de bas niveau, ce qui veut dire qu'il est proche de la machine, entre autres par sa gestion de la RAM, ce qui permet à un code C souvent d'être rapide et très peu gourmand en RAM. Tout dépend de ce que l'on code, bien entendu. Notre processeur dépend de plusieurs mémoires pour son fonctionnement. Nous garderons en tête naturellement que nos disques durs, qui sont la mémoire la plus lente de l'ordinateur, ensuite la RAM, qui est déjà une mémoire très rapide et facilement gérable en C, puis la mémoire cache, gérable en assembleur et extrêmement rapide. C'est la mémoire la plus proche du processeur. Notre processeur ne comprend que le langage binaire. Comme son nom l'indique, il ne comprend que deux symboles, les 1 et les 0. 1 correspondant en fait à l'arrivée d'un courant électrique, 0 correspondant à l'absence de courant électrique. Pour le processeur, si on prend par exemple le mien, c'est un i7 de 4ème génération, j'ai 8 cœurs qui tournent à 4,5 GHz. Ce qui veut dire qu'en fait, mon processeur calcule 8 fois 4 milliards et demi de 1 et de 0 à la seconde, tout simplement. C'est un peu survolé, mais en gros c'est ça. À partir de là, on va pouvoir commencer à parler des variables en comprenant que notre processeur ne reçoit que des blocs de 1 et de 0, appelés aussi octets. Un octet contient 8 bits. Soit 8, 1 et 0.
dans un bloc qui est donc un octet. La variable la plus basique que l'on trouvera en C, c'est le char, qui correspond en fait à un caractère. Le char fait précisément un octet, ce qui veut dire qu'il fait 8 bits, ce qui veut dire que sa valeur maximale, que sa valeur minimale, pourquoi pas, est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et que sa valeur maximale est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À partir de là, on peut deviner combien de valeurs différentes un char peut prendre. Il peut en prendre 2, x 2, 4, x 2, 8, x 2, 16, 32, 64, 128, 256. Le char peut prendre donc 256 valeurs différentes. La seconde à connaître et que honnêtement personne n'utilise, c'est le short. Le short fait 2 octets. S'il fait 2 octets, forcément, il fait 16 bits. S'il fait 16 bits, il a plus ou moins 7 têtes. Je vais garder un tiret pour que ça reste clair. Valeur minimale, valeur maximale. Et la valeur maximale, je l'avais par là. Hop. Alors ce n'est pas la valeur maximale parce que nous allons en reparler avant, c'est le nombre de valeurs qu'il peut prendre. Et d'ailleurs c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. La troisième à connaître, c'est tout simplement l'int. L'int fait donc 4 octets. Il fait donc 32 bits. Ses valeurs maximales, enfin sa valeur minimale, c'est celle-ci. Sa valeur maximale, c'est celle-ci. Et le nombre de valeurs qu'il peut prendre, c'est ceci. Voilà en gros déjà comment on peut classer les variables en fait en C. Et on voit qu'en fait c'est très lié au fonctionnement d'un ordinateur. Derrière nous aurions les longues qui naturellement font 8 octets et ainsi de suite. Et 64 bits. Donc en C, en fonction de ce que l'on veut calculer, on va choisir sa variable et donc adapter son code. À chaque fois que nous allons créer une variable de type longue, en barrette de RAM, il y a 8 octets qui vont être consommés, en fait. Donc là, vous voyez bien qu'en fonction des calculs que l'on veut faire, la consommation de RAM peut aller très loin. Et en même temps, pas forcément loin, puisque comme on a une gestion en C, comme on le verra dans des vidéos plus tard, une gestion parfaite, que l'on peut gérer nos barrettes de RAM à l'octet près, et bien forcément on est très économe. Pour gagner un petit peu de temps, je vous ai mis les derniers. Le float, qui est tout simplement un nombre décimal. Le double, qui est un très grand nombre décimal. Et le long double, qui est vraiment... voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, le float, il va jusqu'à 10 puissance 38 au maximum et 10 puissance moins 38 au minimum. Le double, il va jusqu'à 10 puissance 308 et 10 puissance moins 308. Et le long double, il va jusqu'à 10 puissance 4932 jusqu'à 10 puissance moins 4932. La raison pour laquelle je ne peux pas vous les dessiner de cette manière, c'est parce que ça ne fonctionne pas de la même manière. Certains bits ont été sélectionnés pour correspondre à la puissance de 10, tout simplement. Une fois que vous avez vu tout ça, en fait vous avez tout compris et vous n'êtes pas obligé de tous les apprendre. 99% du temps, ce dont je me sers, c'est le char pour faire des caractères, l'int pour faire des calculs en tout genre, sauf si j'ai peur de dépasser cette valeur, et le float. Voilà, avec ces trois-là, vous avez fait le tour de ce que j'utilise personnellement à 99% du temps.
admettons que nous partions sur le char. Quand je vous dis il y a 256 valeurs, il y a deux manières de comprendre ça. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. S'il y a 256 valeurs, que la première valeur c'est 0, quelle est la dernière? 255, forcément. Par contre, peut-être aurez-vous envie de me dire, est-il possible donc d'avoir des nombres négatifs? Tout à fait. Il faut comprendre que pour toutes les valeurs que vous voyez là, pour tous les types de variables que vous voyez là, il y a en fait deux types. Nous pouvons avoir le signed char ou bien l'unsigned char. À partir du moment où vous écrivez ou vous n'écrivez rien justement, c'est que c'est un signed. Si c'est un signed, dans le cas du char, il va de moins 128 jusqu'à 127. Si vous décidez d'écrire unsigned, alors nous allons de 0 jusqu'à 255, tout simplement. Si vous vous demandez pourquoi moins 128 et plus 127, ça s'explique assez simplement. En admettant que nous ayons une variable qui ne comporte que 2 bits. La première, ça serait 0. La seconde, ça serait 1. Le troisième, ça serait 2. Et le dernier, ça serait 3. En binaire, 0, 1, 2, 3. Pour savoir si la variable est positive ou négative, on va tout simplement considérer que le premier bit, s'il est à 0, c'est positif. S'il est à 1, c'est négatif. En binaire, si on enlève un bit, on divise par 2 la totalité. Donc 256, si on le divise, on tombe sur 128. Ici, si on regarde, le premier 0 est à 0, on est donc positif, et c'est 0. Ici, le premier 0 est à 0, on est donc positif, le second c'est 1, on est donc à 1. Le premier est égal à 1, ce nombre est négatif, et le premier nombre négatif, c'est 1. Enfin, pour être plus précis, c'est moins 1. Et l'autre, 1 et 1, ça fait moins 2. Voilà en gros pourquoi, pour toutes les variables, dès qu'on passe en signed, en sachant, je rappelle, que si on n'écrit rien, c'est un signed. À partir du moment où on est en signed, on va donc à moins 128 et 127. Un de plus en négatif, parce qu'en positif, le 0 est comptabilisé, tout simplement. À partir de là, on peut faire un petit programme qui va nous donner toutes les valeurs. Parce que donc, vous l'avez compris, nous avons 256 valeurs différentes, mais en fonction de si on prend les nombres négatifs ou pas, on n'a pas les mêmes limites. C'est pour ça que je ne voulais pas le faire avant. Pour voir, au travers d'un petit programme, il y a une librairie, nous en parlerons plus tard, limite.h qui nous donne ces valeurs. Et je vais tout simplement toutes les printer. Pour ce faire, comme nous l'avons vu juste avant, gcc, je compile main.c que j'appelle prog et je le lance. Et une fois que nous avons fait ça, nous pouvons voir, ouais, ça ne m'arrange pas beaucoup d'avoir fait ça. Vite, bon. Que donc, dans le cas d'un signed char, le minimum est de 128, le max est de 127. Si nous sommes sur un unsigned char, alors le minimum est de 0 et le maximum est de 255. Dès que nous passons sur 2 octets, le minimum est moins 32 768 et le maximum plus 32 767. Sur un unsigned short, minimum 0, maximum 65 535. Sur un int, on passe les 2 millions. Sur un unsigned int, on passe les 4 millions. Et sur un long, je ne saurais même pas le prononcer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouh, ça va être le bordel. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur les variables. Essayons de coder un tout petit peu maintenant. Donc, à partir de là, il est vrai qu'on n'a pas encore tout vu ce qu'il y a là-dedans, mais c'est pour l'instant très simple. La fonction main, quand un programme en C se lance, il se met tout de suite à la recherche de cette ligne. Il recherche la fonction main pour commencer. Return 0,
d'une manière très simple, un programme qui se finit en ayant tout validé renvoie 0. S'il y a eu un quelconque problème, on renvoie n'importe quoi, mais pas 0. Et l'include, c'est une manière de dire qu'en fait je vais utiliser du code qui ne m'appartient pas. Et ici, je vais tout simplement utiliser printf, qui est la fonction qui me permet de printer ce que je veux. Maintenant, déclaration d'une variable. Partons d'un char. Donc, je veux un char. En fait, j'annonce à mon ordinateur que j'ai l'intention de réserver un octet dans la barrette de RAM. Cet octet portera le nom de C et il portera la valeur 65. Je peux créer un short. J'annonce à mon ordinateur que je réserve 2 octets. Je l'appelle S et je lui donne la valeur 666. Je crée un lint, j'annonce à mon ordinateur que je veux qu'il me réserve sur la barrette de RAM 4 octets. Je l'appelle I et je peux commencer à m'énerver un petit peu plus. Et pour finir, je peux créer un float qui portera la valeur sensiblement la même que celle de dessus. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a oui, quasiment, voilà, mieux comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Rien de particulier. J'annonce à mon ordinateur la valeur que je m'apprête à créer. Je lui donne un nom et je lui donne une valeur. C'est à peu près aussi bête que ça. On sait finir toutes ces lignes avec un point virgule. Mais ça, de toute façon, la première fois que vous allez l'oublier, votre compilateur va vous rattraper directement et vous saurez très très vite quand vous avez oublié des points virgules. Et ensuite, donc, printf, donc, dans le cas d'un char, c'est un pourcentage C. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, vous l'avez compris, on est proche du processeur, donc à ma fonction printf, je lui dis, tu t'apprêtes à recevoir une variable dont la taille est 8 bits. \n, c'est pour forcer le retour à la ligne, et cette variable s'appelle C. Pour la seconde, je lui dis, tu t'apprêtes à recevoir, alors c'est HD de souvenir, tu t'apprêtes à recevoir un bloc de 2 octets et son nom est S. Pour le float, je sais que c'est pas F, ça doit être LF. Donc LF de la même manière, c'est tu t'apprêtes à recevoir, j'ai dit quoi pour un float, c'est 4 octets, donc un bloc de 4 octets, il faut le considérer comme étant un bloc à part entière. Et pour l'int, c'est pourcentage %d et i, tout simplement. Comme d'hab, GCC, a priori aucune erreur, prog. Donc, et c'est là que ça va devenir intéressant, le char C qui est égal à 65, il a décidé de m'afficher un A majuscule. Le short est bel et bien égal à 666. L'integer, excusez-moi, est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Et le float, il est égal à 1,234568 et il nous manque la fin. C'est là où printf sera quand même la fonction de display la plus intéressante. C'est que là, il va nous falloir des options. Bon, pour le float, on va pas s'y attarder maintenant. C'est tout simplement que naturellement, printf affiche 6 décimales. C'est pas plus compliqué que ça. Pour le cas du char C, là par contre, ça va devenir entre guillemets un petit peu plus compliqué, mais tout de même totalement essentiel à savoir. Alors, quand je vous ai parlé du char, je vous ai dit c'est en fait un caractère. La valeur 65, nous venons de le voir, correspond à un A majuscule. Ce que vous pouvez faire sur Internet, comme on peut le faire sous Linux d'une manière standard, c'est aller chercher les manuels. J'en reparlerai quand nous attaquerons les fonctions, mais pour l'instant, sous Linux, et vous pouvez le faire sur Internet, c'est écrire man ASCII. Man ASCII, c'est très simple. Enfin, c'est très simple.
Ça peut être surprenant au premier abord, mais ça va expliquer en décimale la valeur à quoi elle correspond. Je m'explique. Vous vous doutez sûrement qu'un ordinateur, il a du mal à comprendre autre chose que 0 et 1. Donc pour un ordinateur, ne serait-ce que la valeur 2, c'est un petit peu comme demander à un humain d'expliquer ce qu'est la quatrième dimension. Et pour ceux qui ont vu Interstellar, bon, la dernière scène est assez fabuleuse à ce niveau-là. Alors, expliquer à un ordinateur qui ne connaît que oui et non ce qu'est le 2, on pourrait dire, ben c'est peut-être. Mais bon, c'est pas tout à fait ça. Mais alors lui expliquer ce qu'est une lettre, là, bon, ça devient un petit peu dingue. C'est pour ça que le char a été choisi pour représenter, en fait, cet aspect-là. Le tableau ASCII, qui se trouve ici, fait très précisément 255 lignes, et il explique à l'ordinateur que chaque valeur doit correspondre à quelque chose. Le 0, par exemple, correspond à un caractère qui s'appelle le caractère nul, que nous verrons dans très peu de temps. Ici, nous avons plein de caractères, honnêtement, que moi-même je ne connais pas. Et si on descend, c'est parti. Le numéro 33, je rappelle juste une petite chose, nous l'avons en octal, décimal, hexadécimal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le décimal. Donc, seconde colonne ici ou seconde colonne là. En décimal, la valeur 33 correspond à un point d'exclamation. Dès que nous arrivons à la valeur 48, nous avons le 0. 0 qui est différent d'abord du backslash 0 qui est donc le caractère nul, mais 0 en char, ce n'est pas la même chose que 0 en int. Et là encore une fois, je vais m'expliquer. Revenons ici. Ce que j'ai écrit là, c'est strictement la même chose que ça. Oui. Vive le clavier international. Voilà comment normalement on écrit un char. Entre simples guillemets, nous avons le caractère. Maintenant, la valeur de ce caractère, c'est 65. Libre à vous de l'écrire comme au-dessus ou comme en dessous. Néanmoins, le char C qui est égal à 65 réagit comme n'importe quelle autre variable. Si j'écris char D est égal à C plus 1, ça ne pose aucun problème et vous vous doutez que je vais tomber sur B, enfin sur B majuscule. Et je peux aussi écrire char E est égal à A plus 1. C'est strictement la même chose. Voilà, c'est un petit détail. Si vous voulez connaître la valeur de vos chars, alors dit d'une autre manière, on peut se servir du char pour faire des calculs mathématiques sans aucun souci. Dans les limites, bien sûr, des 255 valeurs que vous aurez choisies en fonction de si vous êtes signed ou unsigned. Maintenant, on se sert, nous, du char, en général, dans le but d'écrire des mots. Enfin, de gérer des lettres ou d'écrire des mots. Néanmoins, ce que l'humain voit, c'est ça. Ce que l'ordinateur voit, c'est ça. Voilà. L'ordinateur, 65 plus 1 fait 66. Il va chercher son man. Il trouve le 66 qui est là. Et il nous répond, ok, c'est un B. Et la meilleure manière de le voir, c'est tout simplement, si je reprends mon printf et que je lui dis que le char C, plutôt que de l'afficher en tant que char, je vais l'afficher tout simplement en tant que int. Que va-t-il se passer? Je lui dis, tu vas recevoir un objet qui fait 4 octets. Et je lui envoie un objet qui n'en fait qu'un seul. Bah, ce qu'il va faire, c'est que cet octet, il va se retrouver au fond des 4. Il va prendre les 3 de devant, qui n'existent pas, qui vont donc être vides. Et cette fois-ci, au lieu de m'afficher en fait le grand A, eh bien, il va tout simplement m'afficher 65. Voilà. Donc en fonction, c'est parce que je lui ai dit que je lui avais écrit pourcentage C qu'il a pris la décision de m'afficher la lettre. Mais si je lui dis c'est un nombre que je t'envoie, il m'affiche la valeur de ce char, en fait. Et pour en revenir donc à l'histoire du 0, le
il faut comprendre que char C qui est égal à 0, ce n'est pas donc forcément, tel qu'on vient de voir, la même chose que char CC qui est égal à 0. Donc, d'après le tableau ASCII, en fait, cette valeur 0, c'est justement la valeur décimale que nous regardions. Sous-entendu, la valeur décimale 0 est égale au caractère nul. Le caractère nul, comme je disais, on le verra après, il est là pour marquer la fin d'une chaîne de caractères. Le 0 qui est en dessous, avec les guillemets, c'est donc la valeur, entre guillemets, humaine. Si nous cherchons donc les valeurs humaines qui sont là, le 0, il est égal en fait à 48. C'est le 48e caractère du tableau ASCII. Si j'écris est égal à 48, c'est donc très précisément la même chose que ce qui est écrit au-dessus. Ça peut paraître un peu bizarre au départ de se dire que 0 est égal à 48, on ne me l'avait jamais faite celle-là, mais c'est comme ça qu'un ordinateur va réfléchir. Si je lui demande ici d'afficher pourcentage C de ça, il m'affiche 0. Si je lui dis de m'afficher pourcentage D, donc soit un int de la valeur CCC, il va m'afficher 48. Et si je lui demande de m'afficher le C standard, il ne va rien afficher. Parce que ce caractère final, en fait, n'a pas de visibilité. Voilà, c'est le vide, tout simplement. Mais je répète encore une fois, on va le voir d'ici peu. Ce caractère nul qui est très important. Et nous allons donc passer à la suite, tout en restant en fait sur les variables. Nous avons donc vu que nous avions des chars, int, float, et que tout ça en fait représente une taille en mémoire. Maintenant, il est possible tout simplement d'aligner ces variables et de dire à l'ordinateur qu'il va recevoir un groupe de variables. Par alignement, on entend le fait que quand on crée une variable, elle se crée quelque part dans la barrette de RAM. Quand on décide donc de faire une liste ou un tableau, en fait, si on écrit une chaîne de caractères coucou, le premier caractère va se trouver à une adresse précise dans la barrette de RAM, et le second caractère se trouve un octet derrière. Le troisième caractère se trouve un autre octet derrière. Voilà. Et pour un tableau, par exemple, d'int, c'est la même chose. On dit que les valeurs sont alignées dans le sens où, en fait, la première qui fait 4 octets, enfin, on a une première qui fait 4 octets, la seconde est donc juste derrière et fait 4 octets aussi, et la troisième, encore une fois, derrière. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis que les variables vont être alignées quand nous allons faire des tableaux. Le plus standard, c'est bien sûr pour le char. Avec le char, on peut faire des mots, voire des phrases. La meilleure manière de l'écrire, c'est tout simplement de faire ça. Dès que j'écris ça, je dis tout simplement, attention, je suis en train de créer un ensemble. Petite chose, si j'écris char x est égal à 0, on a vu juste avant que c'est la même chose que char x égale à 48. Vous constaterez que ici nous mettons des simples guillemets. Dorénavant, enfin c'est pas dorénavant, mais en C, les doubles guillemets sont réservés aux listes. Donc je reprends. Char x est égal à 0 entre guillemets, c'est donc un caractère. Char x est égal à 48, c'est exactement la même chose que la première ligne. Char c entre crochets, c'est égal à coucou. Là, ce qui va être intéressant, et en fait on va le faire tout de suite, comme ça sera plié, l'histoire du backslash 0. Si je demande c x, il y a une fonction qui s'appelle sizeOf. SizeOf, c'est très simple. Ça prend la taille d'une variable, et ici, ça va me le print. Bon, ça risque pas de marcher, et si je mets D, je vais prendre un warning, mais c'est pas bien grave. Si je fais ça,
Bon, il me dit warning parce qu'il voulait que j'écrive, voilà, LD. Hop. Ok. Si je print ce programme, qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond 1. 1, ça veut dire quoi? Que, en effet, le char X fait très précisément 1 octet. Le char C crochet, qui annonce tout simplement donc que je vais créer une liste. Cette liste entre double guillemets, je la crée ici. Et elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres. Vous seriez donc tenté de me dire que, à la place de X, si je m'amuse à mettre C, cette fonction va me répondre 8. Et forcément, ce n'est pas le cas parce que sinon je ne vous l'aurais pas montré. Que se passe-t-il? Eh bien c'est très simple. Et pour ce faire, non, c'est pas forcément nécessaire. Le premier caractère c'est C, puis O, puis U, puis C, ainsi de suite. Et le 9e caractère que l'on ne voit pas là, c'est tout simplement un backslash 0. C'est tout simplement un caractère nul. Pourquoi? Parce que en C, quand on crée une liste, et particulièrement une liste de caractères, on a besoin de connaître en fait la fin de cette liste. Tout simplement. Si on ne connaît pas la fin, en fait, on risque tout simplement de tomber en dehors de la mémoire que l'on a réservée. Et donc de faire planter le programme. Voilà. Plus tard, on utilisera des boucles qui vont traverser les tableaux jusqu'à arriver en fait à une limite. Avec les chars, elle est assez facile à faire parce qu'on a le caractère nul. Sur un tableau par exemple d'int, c'est plus compliqué à faire. Les valeurs ne sont que des valeurs numériques. Et donc, ou bien on a une valeur qu'on est certain de ne jamais utiliser, et à ce moment-là, on la met pour marquer la fin. Exemple, on a un tableau d'int et toutes les valeurs correspondent à un nombre de voitures sur un parking. Et bien la valeur -1, elle ne peut pas exister dans ce tableau. Donc on peut s'en servir. Mais dans un cas où on serait susceptible d'utiliser toutes les valeurs, eh bien on ne peut pas avoir de limite au tableau. Et donc à ce moment-là, on doit connaître la taille de notre tableau tout le temps. En C, avec les chars surtout, d'une part, on a un caractère nul, d'autre part, faut pas oublier de le mettre. Et il s'avère que quand on crée un tableau de cette manière, le caractère nul, en fait, il se met tout simplement automatiquement. Et c'est pour ça que notre chaîne de caractères qui fait 8, eh ben en fait, elle fait 9 quand on fait un size of dessus. Ensuite, la raison pour laquelle, et ça en fait, la raison pour laquelle je peux me permettre de mettre des crochets de la sorte, c'est parce que j'initialise tout de suite mon tableau. Et que donc, le compilateur connaît la taille de ce tableau. Si maintenant, admettons que d'ici peu vous vous lanciez dans la programmation d'un résolveur de Sudoku, au tout départ vous allez vouloir recevoir votre Sudoku et vous savez précisément quelle taille il fait, mais au départ vous ne l'avez pas. Il est en fait, on peut tout simplement se contenter de créer une variable qui ressemble à ça. Voilà une autre manière en fait de créer un tableau. Et là, j'ai pas besoin de l'initialiser parce que, et on le verra justement lorsque nous ferons le résolveur, je vais créer cette variable dans le but d'y mettre le Sudoku plus tard. Mais dans un premier temps, je ne l'ai pas. Or, je sais précisément quelle taille fait un Sudoku. Il fait 9 cases multipliées par 9 cases. Donc voilà en gros pour les tableaux. Si je connais ma variable, je ne donne pas la valeur et je la crée directement. Si je ne connais pas ma variable, je dois donner une taille. Ici, l'ordinateur, il dit quoi? Je vais créer une variable de type char, elle s'appellera Sudoku et elle fera 81 de long, sous-entendu 81 multiplié par 1 octet que fait un char. Là, si j'écris int tableau 81, l'ordinateur comprend, la variable est de type int, elle s'appelle tab et elle fait une taille de 81. Mais pour l'ordinateur, elle fait donc 81 x 4, la taille de mon int. Voilà, c'est aussi bête que ça. La dernière chose qu'il faut quand même voir, c'est l'initialisation d'un int qui n'est pas la même chose que celle d'un char. Si je veux remplir ce tableau, cela s'écrit de cette manière.
C'est le seul petit détail. Et tous les tableaux d'int, enfin tous les tableaux de toutes les valeurs se construisent comme ça, sauf le tableau de char qui s'écrit directement telle une chaîne de caractères. Voilà pour les tableaux. Une petite chose en plus quand même, il n'est pas du tout problématique en C d'écrire int tab. Voilà, ça, ce n'est pas du tout un souci, c'est tout simplement un tableau multidimensionnel. Sous-entendu, si j'écris 2, 3, mon tableau, en fait, il ressemble à, si les valeurs sont quelconques, en fait, on a ça, et ça, par exemple, en admettant que je m'amuse à le remplir, il pourrait très bien ressembler à ça. Voilà. C'est voilà, pour le C, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, donc, pour notre Sudoku, il pourrait très bien être sous cette forme. Nous aurions 9 lignes et 9 colonnes. Alors nous verrons plus tard que de parler de lignes, c'est assez standard. Par contre, de parler de colonnes, c'est une autre affaire. Du moins en mémoire, rien n'est aligné. Les lignes sont alignées, les colonnes ne le sont pas du tout. Mais ça, c'est autre chose. Ce sera dans la seconde partie quand nous verrons l'allocation dynamique de mémoire. Mais voilà, ceci n'est pas du tout un problème à écrire. Bon, voilà une bonne chose de faite et on va pouvoir sortir de cette partie lourde et intensive que sont les variables, en dépit du fait que bon, c'est une partie extrêmement importante. Toujours pareil, vous pouvez retourner vers la chaîne que je vous ai montrée au début si vous avez besoin de plus de détails. J'ai quand même essayé de passer le plus vite possible, même si c'est une partie qui a été longue. Maintenant, voyons les opérations. Donc là, ça va être infiniment plus court. Le langage C comprend des opérations basiques. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo. Et en fait, ça va se résumer à ça et ça va aller très vite. Int i est égal à 2. Int j est égal à 3. Je peux tout à fait printer. Je me suis loupé. Donc. Voilà. Ceci, vous vous en doutez, très basique. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai juste oublié de sauvegarder. Voilà. Donc, int i est égal à 2, int j est égal à 3, printf pourcentage d sous-entendu un int, print-moi i plus j. Bon, très bien. Jusque-là, honnêtement, fallait pas être une lumière pour le deviner. Maintenant, si je mets un négatif, bon, bah, aucun souci, toujours pareil. Le langage C n'est pas perturbé par ce genre de choses. Mais la question que l'on pourrait se demander, c'est que se passe-t-il si je divise J par I? Voilà, 2, enfin 3 pour le coup. 3 divisé par 2, ça fait 1. Là, on est d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui semble bizarre. Comme nous le disions, c'est pas comme nous le disions, c'est, hop, si je remplace int par float, à ce moment-là, aucun souci. Nous avons bien 1,5. À partir du moment où nous sommes en int, le véritable souci, c'est qu'on n'accepte pas les virgules. Pour pallier à ça, ce qui va nous être intéressant, nous, lors de nos calculs, c'est tout simplement de profiter du modulo. La division via des entiers ne fonctionne pas. 3 divisé par 2, ça fait 1,5, et en int,
Même si c'était 1,99, ça serait tronqué à 1. Que nous dit le modulo, si jamais vous ne connaissez pas cette opération? Le modulo, c'est tout simplement le reste de la division. Quand on fait une division euclidienne, 3 divisé par 2, si on s'arrête à la virgule, ça fait 1. Et le modulo, c'est le reste. Donc je reprends. La division euclidienne dit 3 divisé par 2 est égal à 1 et il reste 1. Le modulo sera très intéressant pour beaucoup de choses. Exemple, quand vous passez de colonne en colonne dans un tableau et vous avez besoin de faire la différence entre les colonnes paires et les colonnes impaires. Vous faites un modulo 2. Si c'est égal à 0, c'est qu'il n'y a pas de reste et que donc le nombre était pair. Si vous faites un modulo 2 et qu'il y a un reste, c'est que le nombre en question était un nombre impair. C'est l'une des possibilités qui me viennent en tête, mais voilà, le modulo permet de connaître le reste. Il permet donc, par exemple, de savoir si un nombre est divisible par un autre. Et dans de très grands nombres, ce peut être intéressant de savoir des choses comme ça. Mais sinon, sur les opérations, honnêtement, rien de particulier à signaler. Je reprends donc. Avec des floats, les divisions marchent très bien. Il n'y a pas de reste, donc ça divise et ça nous sort nos virgules. Si on est en int, une division qui n'est pas parfaite, dont le reste n'est pas 0, en fait, elle va se tronquer au milieu de la virgule, il manquera tout ce qu'il y a après la virgule. Et si on veut savoir s'il y avait un reste à la division, le modulo va nous le donner. Je reprends encore une fois. 2 divisé par 1, ça fait 2 et il reste 0. Donc la division a fonctionné, le modulo est égal à 0. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Donc le C va vous répondre que 3 divisé par 2, c'est égal à 1. Et si vous faites un modulo, ça vous donnera le reste, et ce sera donc égal à 1 lui aussi. Donc nous allons quand même voir une petite chose en plus au niveau des opérateurs. Quand on écrit int est égal à 2, ok, je vais vous présenter une ligne. Si vous présentez ça un jour à votre prof de maths, il y a une probabilité qu'il se marre. Mais en programmation, ça ne pose aucun souci. I est égal à I plus 1. Mathématiquement, c'est complètement faux, mais en programmation, aucun souci. Il faut comprendre qu'en programmation, l'élément qui se trouve à gauche du égal n'est pas le même que celui qui est à droite. À gauche, on peut considérer que c'est la destination. À droite, c'est la source. Donc, à droite, ce que je dis, c'est on prend la valeur i, on lui ajoute 1, et ce résultat, on l'enregistre à l'intérieur de i. Ceci, il y a une autre manière de l'écrire qui est plus habituelle, c'est tout simplement d'écrire ça. I plus égal 1, ça veut dire i est égal à... Enfin, c'est i est égal à sa propre valeur plus 1. Et ceci peut totalement être écrit autrement. Du moins avec tous les opérateurs possibles. Un petit détail que je suis en train de dire, j'en ai peut-être pas parlé. Le signe multiplié naturellement en programmation, c'est l'étoile. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas présenté la multiplication jusque-là. Ça c'est faux par contre. Hop. Je n'avais pas présenté la multiplication jusque-là, mais voilà. La multiplication, c'est l'étoile. Ok. Pourquoi Donc voilà, ça c'est intéressant parce que ça permet vraiment de montrer l'incrémentation en fait souvent d'un compteur, ça va souvent avec une boucle. Maintenant, autre chose encore, si vous regardez du code sur le net, attention à ces écritures-là. Ouais, je les ai mis à l'envers, mais c'est pas bien grave. Attention à ces écritures-là. Beaucoup de gens les utilisent sans comprendre réellement ce qui se produit. Et je vais vous donner un exemple tout de suite. Tant pis, ce sera le chapitre suivant où je vais vous montrer les boucles, mais on va en faire une tout de suite à la limite. J'ai besoin, on va se faire un petit tableau int tab hop, est égal à 1, 2, 3, 4, 5. On va justement avoir besoin d'un compteur qui sera égal à 0. Et on va dire, tant que mon compteur est inférieur à la limite de mon tableau, qui est 5, pour petit rappel, case 0, case 1, case 2, case 3,
case 4. La cinquième donc serait hors tableau, et donc quand mon compteur atteindra 5, je m'arrêterai. Ça, ok. Ici, je vais mettre count plus égal 1 pour avancer mon compteur. Et ici, je vais printf la valeur de mon tableau. Hop, virgule, tab, tab count. Mon tableau à la case count. Ce qui va se produire, count est égal à 0. 0 est inférieur à 5, ok, ça rentre, et ça m'affiche tab 0. Le count, je fais plus 1, ça devient 1. 1 est-il inférieur à 5? Oui. J'arrive ici, et je print le tab 1. Ainsi de suite. Et nous obtenons 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, pour illustrer ce que je disais au-dessus, je vais tout simplement écrire count++. Et on va voir ce qu'il va se passer. Si je fais ça, que se passe-t-il? Il se passe que j'aurais dû prendre une segfault, mais on va en parler juste après. Le count arrive, il est égal à 0. Est-il inférieur à 5? Oui. À la sortie de cette ligne, le count, il passe à 1. Et le tableau qu'il m'affiche, la case du tableau qui m'affiche, est la case 1. En sachant que la première, c'est la case 0, bien sûr. Il m'affiche la case 1, et la case 1, c'est le 2. Ensuite, il me fait la case 3, la 3, la 4. Et ce 32 766, c'est quoi? C'est une valeur qui se trouve au fin fond de ma barrette de RAM. Donc, quand j'ai écrit ça, ça n'a pas fonctionné, surtout parce que quand il est arrivé avec une valeur de 4, ça a été validé par ma condition, mais ensuite, il est passé à 5 en dessous. Bon, vous essayerez sur votre ordinateur, si vous écrivez ça, normalement, vous devez planter avec un joli, ce qu'on appelle une faute de segmentation. Bon, moi, ça passe, je me demande limite pourquoi. Si maintenant, je voulais partir avec un plus, que se passerait-il? Eh bien, le plus, la condition n'est pas encore validée que déjà le count, il a déjà fait plus 1. Et donc il arrive en 0, quand ceci est lu, il passe déjà à 1. Est-ce que c'est inférieur à 5? Oui. Et en dessous, il me manque la première case. Moi, ma manière de faire, que je ne conseille pas forcément pour l'instant, mais moi ce que j'aime bien faire, quand je crée des compteurs qui ne servent à rien d'autre qu'à faire un certain nombre de boucles, en fait je les marque. Je les marque en les faisant commencer à -1. Je les fais commencer à -1, je mets mon compteur en plus, et ça m'épargne cette ligne, cette ligne, et cette ligne. Voilà. Moi, c'est ma manière de faire. Maintenant, très honnêtement, tout de suite, j'aurais plutôt, pour les gens qui m'écoutent, plutôt tendance à conseiller le plus égal 1. Je trouve que c'est peut-être le plus propre, la meilleure manière de faire. Voilà en gros. Donc pour l'instant je conseille ça. Maintenant plus tard, voilà, tout le monde utilise i++++i. Enfin, les ++i sont plus rares, moi je les aime beaucoup. Et beaucoup de gens utilisent le i++, et voilà, on verra plus tard, vous vous débrouillerez. Nous allons donc maintenant voir les boucles. Les boucles, très basiquement, je pense que vous en doutez, permettent de faire en sorte qu'un code, en fait, se répète. C'est comme les autres notions qu'on a vues jusque-là, ce sont des notions totalement essentielles. Et comme les opérateurs, c'est une notion qui est franchement extrêmement simple, donc je ne vais pas m'attarder sans cet un. Les boucles, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a trois types de boucles. Les boucles for, les boucles while, et les boucles do. On va faire ça, while. Ok, on va abréger tout de suite la vidéo. Les do while, ça existe. J'ai jamais vu un programmeur s'en servir. Donc, on va commencer par la boucle for qui, à mon avis, est la plus intéressante, en sachant que moi, je ne fais que de la while. Mais au moins, vous connaîtrez les deux. L'intérêt de la boucle for, et non, je vais commencer par la while. La while, on l'a vu juste avant. Je vais créer int count pour faire un compteur, je vais le mettre à 0, et en dessous, while, qui signifie pendant, que je vais traduire par tant que.
tant que mon compteur est inférieur à 5, applique ce que je te demande. Et ici, on va mettre printf coucou. C'est aussi bête, en fait, que ça. Tant je crée mon compteur, qui est égal à 0, tant que mon compteur est strictement inférieur à 5, printf coucou. Si je compile et que j'envoie, eh ben on voit bien que je me suis loupé. Et c'est exactement ce que je vous ai dit avant. Hop, je suis pas mauvais dans l'oubli d'incrémentation. Count plus égal 1. Hop. Et je recommence donc. Voilà. Donc, tant que le compteur que j'ai créé juste au-dessus est inférieur à 5, printf coucou. J'augmente mon compteur de 1, il revient ici, il est égal à 1, et j'avance de cette manière. Présentation de la boucle for, qui en fait est très intéressante sur plein de points, mais je la trouve tout simplement moins lisible. C'est juste ça qui fait que moi je préfère la while. La boucle for, elle ressemble à ça. For. Alors, condition de départ. Int count égale 0. Oui, l'autre chose qui est très intéressant, c'est qu'on peut créer sa variable directement dans la boucle et elle sera détruite à la fin de la boucle. Donc il y a en plus une petite économie au niveau des variables. Donc je crée ma variable qui est mon point de départ. Je donne ensuite ma condition d'arrêt. Compteur inférieur à 5. Et je finis par la condition, ou par, oui, on peut dire la condition d'avancement, qui sera donc ici, compteur plus égal 1. Et en dessous, je peux faire la même chose, printf, oui, c'est encore moche ça. Hop. Et à ce moment-là d'ailleurs, ça ressemble un peu à ce que j'avais mis avant. S'il n'y a qu'une seule ligne, on peut faire sauter les parenthèses, les accolades. Voilà les deux types de boucles. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est parce que... Hop. Ok. Donc voilà, très honnêtement, pas grand chose d'autre à vous raconter. La boucle while, que moi je trouve lisible, je crée mon compteur. Tant que mon compteur est inférieur à 5, printf moi ce que je te demande et incrémente mon compteur. Et je tourne en boucle. Et dès que j'ai écrit donc coucou 5 fois, mon code sort de la boucle et attaque la boucle for. La boucle for est beaucoup plus compacte et elle est intéressante parce que je crée tout de suite ma valeur ici. Par contre, moi c'est que mon code, j'aime bien pouvoir le lire à haute voix, et là c'est plus compliqué je trouve. C'est pour... c'est en partant d'un int count qui est égal à 0, tant que il est inférieur à 5 et en le faisant avancer de 1 à chaque fois, print oui. Chacun son truc, vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Moi, je préfère facilement celle-là, mais j'ai conscience que celle-ci, elle est très compacte. Et donc, elle a quand même un aspect agréable à utiliser. De la même manière, je vous laisse faire comme vous voulez. Et je crois que, très honnêtement, j'ai pas grand-chose d'autre à raconter sur les boucles. J'aurais juste ajouté à la limite... Si je voulais me rapprocher en efficacité de la boucle for, il est vrai qu'il y a ma technique d'avant que je ne conseille pas, mais quand même, ça permet de montrer une manière de faire. Voilà, je me rapproche de ce que j'ai en dessous, néanmoins, je suis forcé de déclarer mon compteur avant. Et à la limite, je vous aurais dit, si vous aviez envie de regarder à quelle vitesse compte votre ordinateur
Moi je trouve ça drôle, chacun son truc. Combien de temps faut-il à un ordinateur pour compter jusqu'à 10 000? Excellente question. Pourcentage D, virgule count. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je pars d'un compteur qui est égal à -1, je l'incrémente à 0 à la première ligne, et je le laisse avancer jusqu'à 10 000. C'est bête, mais voyons voir. Bon, un peu facile. On va donc lui donner 100 000. Ça commence à ralentir. On va lui donner 1 million. Bien. Voilà, c'était pour la petite blague, mais ça vous permet de voir. En sachant que la vérité, c'est pas le temps qu'il lui faut pour compter jusqu'à 1 million. Là, le problème, c'est l'affichage qui prend infiniment trop de temps. En fait, il est tout à fait autorisé, quand ça nous arrange en programmation, de ne mettre aucune condition, et la boucle, en fait, on lui met un point-virgule au bout. Et ça permet de boucler un certain nombre de fois sans ne faire aucune action. Alors quand je dis aucune action, à la place de ceci, je pourrais très bien avoir une fonction. Et la fonction pourrait avoir une action qui pourrait, en fait, qui pourrait permettre de sortir de la boucle. Si je fais ça, c'est donc exactement la même chose, mais j'ai enlevé l'affichage. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est instantané. Donc en fait, c'est l'affichage à l'écran qui prend énormément de temps. Bon. Si, je vais quand même vous ajouter une petite chose, mais à la limite, on pourrait le voir lors des conditions. Nous avons un mot qui s'appelle break. Break, comme vous pouvez le voir sur Visual Code, il s'affiche de la même couleur que les mots-clés. Tout ce qui est violet, en fait, ce sont des mots-clés. Et le break s'affiche de la même manière que ces mots-clés. Ce break, tout simplement, il va stopper la boucle. Nous le verrons avec les conditions juste après. On peut très bien avoir des conditions qui disent si ceci, alors cela, sinon ceci, alors cela. Et si je tombe sur ce que j'étais en train d'attendre et que je n'ai aucune action à faire, je peux tout simplement mettre break pour dire ben stop la boucle et passe à la suivante. Voilà, j'avais quand même ça à dire. Donc maintenant, autre notion essentielle de la programmation, peu importe le langage, les conditions. Les conditions, ça se résume à peu près à if, else if. Else. Comme vous êtes, j'en suis persuadé, des experts de l'anglais, if c'est si, else if c'est sinon si, et else c'est sinon. Vraiment basique. If, une condition, else if, une autre condition. Si je ne suis rentré nulle part, alors je finirai là-dessus. Le else if n'est pas obligatoire et le else ne l'est pas non plus. On ne peut pas par contre avoir l'une des deux autres si on n'a pas de if. Jusque-là, vous me direz, c'est plutôt logique. Le if, c'est si je reçois quelque chose qui ne me convient pas, par exemple, je peux sortir du programme en disant il y a une erreur. Return, comme je l'avais dit au départ, return 0, le programme va bien. Ici, je peux, if il y a un problème, return 1, pour dire quelque chose à déconner. Et par exemple, je pourrais très bien printf problème. Voilà. Et avoir tout le reste qui n'existe pas dans le programme. Ce serait tout à fait possible. La structure des conditions est assez simple en fait. If, else, et des else if, on pourrait tout à fait en avoir en fait beaucoup plus. On pourrait avoir 10 else if sans aucun souci. À partir de là, nous pouvons tout simplement voir de nouveaux opérateurs. En effet, à l'intérieur de if, si, admettons, je me crée une variable int i qui est égale à 23, je peux dire si i est égal à 23. Alors, printez-moi printf 23 au hasard.
pour faire vraiment un truc de base de base. Quand j'assigne une valeur à une variable, j'utilise un égal normal, standard. Si maintenant, et d'ailleurs c'est vis-à-vis de ce que l'on parlait des maths tout à l'heure, i est égal à i plus 1 en programmation c'est ok, en maths ça n'existe pas, l'équivalent du égal en mathématiques normales, en fait c'est peut-être celui-là. Si la valeur de i est bel et bien égale à 23, alors je vais rentrer dans cette condition, je vais appliquer ceci, ça va faire sauter tout ça, et je vais continuer dans le code d'après s'il y en avait un. Entre autres ici, un return 0 par exemple. Pour chercher une égalité, il faut un égal égal. Si je me dis, comment je pourrais l'écrire si j'ai besoin de valider deux conditions. Sous-entendu, si i est égal à 23 et i est pair. C'est nul, mais bon, on s'en fout en fait. En sachant que 23 ne peut pas être pair, donc ça ne rentrera jamais. Si j'ai besoin de valider deux conditions, il n'y a aucun souci. L'esperluette, le et commercial, quand on en met deux, on peut commencer à mettre deux conditions. L'autre, naturellement, qui pourrait nous intéresser, si i égale, j'en sais rien, x, ce serait une autre variable, et i supérieur ou égal à 3, admettons, là, on a un ou. Le ou, c'est si la première est validée, je ne regarde même pas la seconde. Si la première n'est pas validée, alors je regarde la seconde. On a de nouveaux opérateurs qui marchent tout aussi bien pour des boucles que pour les conditions. Donc pour les boucles, c'est pareil. Tant que tel compteur n'est pas arrivé à sa limite et que tel autre compteur n'est pas lui non plus arrivé à sa limite, je continue. Dès que l'un des deux atteint sa limite, hop, la boucle s'arrête, on passe à la suite. Donc voilà, un et, un ou. On peut aussi avoir d'autres opérateurs un petit peu plus spéciaux, je vais vous en citer au moins un, mais c'est pas les choses dont on se sert le plus souvent. C'est entre autres le cas du XOR, par exemple. Donc là j'ai mis un i qui est égal à 23, un x qui est égal à 23. La première ligne c'est si i est égal à 21, fait ceci. Donc c'est pas le cas, il passe tout de suite à la suite. Et là, en fait, ce signe-là, c'est donc le XOR. Le XOR, on s'en sert pas souvent, mais il peut être extrêmement utile de temps en temps. C'est un OU exclusif, en fait. C'est si la première condition fonctionne, on ne veut surtout pas que la seconde fonctionne. Si la seconde fonctionne, on ne veut surtout pas que la première fonctionne. C'est l'une ou l'autre, mais surtout pas les deux. Si là, je compile et que je lance, je tombe dans le rien à signaler qui se trouve là, parce que i est bel et bien supérieur à 3 et i est bel et bien égal à x. Si je fais ça, on est d'accord, on tombe dans le coucou. Toc. Parce que la première ne marche pas, mais la seconde marche. Voilà en gros pour ça. Donc pour reprendre les plus importantes, le et, qui n'a rien à faire là, mais hop, et ou. C'est vraiment celle qu'on utilisera le plus souvent. Et rien n'empêche ensuite d'avoir, faire blablabla, un ou derrière, avec des parenthèses en général. Voilà. Rien n'empêche d'avoir une condition et que celle-ci ou celle-là soit validée. Et voilà, on peut mettre plusieurs conditions les unes derrière les autres. À faire attention quand on aligne des et et des ou, souvent il faut mettre des parenthèses avec le ou, sinon le programme va tout simplement vous dire que ce que vous avez écrit est illisible. C'est un seul petit détail. Il faut vraiment écrire ces conditions ou ces boucles, parce que ça marche, ces opérateurs marchent aussi bien dans les conditions et les boucles. Il faut vraiment faut les lire à haute voix et voir des fois qu'il faut mettre des parenthèses, parce que sinon, de toute façon, le compilateur vous dira que ce que vous avez écrit est illisible parce que ça manque de parenthèses.
Et pour donc la dernière partie de cette longue vidéo, nous verrons donc les fonctions. Pour voir les fonctions, quoi de mieux que de prendre la fonction de départ directement d'un programme en C, qui est la fonction main, la fonction simplement principale. Une fonction est décrite par un type de variable qu'elle retourne et par un type de variable qu'elle reçoit. Dans le cas d'une fonction main, on pourrait tout à fait l'écrire de la sorte, ça ne poserait aucun problème. Ça voudrait dire qu'elle ne reçoit rien et qu'elle renvoie une variable de type int. Ce retour, on peut le voir de cette manière. Si je compile mon programme, que je le lance et que je fais écho de souvenir, c'est $point d'interrogation, il me semble. Voilà, il me dit que mon programme, sa valeur de retour, c'était 1. 2. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Nous avons une valeur de retour et nous avons des arguments. Dans le cas de la fonction main, par habitude, on écrit ceci, mais vous pouvez leur donner n'importe quel nom en fait. Le nom, on s'en fout complètement. Le type, par contre, important. Dans le cas donc de la fonction main, que se passe-t-il? Ceci, c'est tout simplement les arguments que l'on va envoyer là. Quand je lance mon programme, je peux lui donner par exemple un argument coucou. Si je lui donne un argument coucou, je vais le retrouver ici. Alors les deux étoiles, considérez que c'est exactement la même chose que ceci. Voilà, c'est un tableau de tableaux. C'est un tableau, dans notre cas ici, c'est un tableau de chaîne de caractères. Donc, si je veux lancer mon programme avec coucou, je pourrais très bien faire décider tout simplement d'afficher mes deux variables. Donc le premier argument quand on lance un programme, c'est toujours le nom justement de ce programme. Il sera toujours là en premier argument. Et le second, ce sera donc l'argument que je vais lui donner. Exemple, ici. J'ai donc demandé mon premier argument. Ça aurait peut-être été plus clair quand même. Hop, tout simplement de faire ça. Ok. Le premier argument, c'est donc tout de suite le nom de mon programme. Et le second argument, c'est donc coucou. Argument que je lui ai donné ici. Donc une fonction, elle a un nom, elle a un type de retour, et elle a des arguments, qui ont donc chacun un type. Ça, c'est pour les bases. Pour créer une fonction, admettons ici, je vais faire une fonction qui va me dire si le nombre que je lui envoie est pair ou impair. Voilà, pour prendre vraiment un truc basique. Je veux donc qu'elle me renvoie, disons, 1 ou 0. 1 voulant dire oui, 0 voulant dire non. Donc je veux un retour de type int. Cette fonction, on va l'appeler pair, admettons, et elle va recevoir donc un int nb. Ici, je vais donc pouvoir créer un int, peu importe le nom, x, qui est égal, admettons, à 5. Et je vais l'envoyer à cette fonction. Et on va se faire une petite condition d'ailleurs. Si donc la fonction pair de x est égale à 1, alors je peux printf pair. Else printf impair. Admettons, c'est vraiment... On part pas vers des choses très complexes là. Donc, le code se lance. Il crée ma variable. X est égal à 5. Je fais ma condition. Si paire de x, donc paire de x, on atterrit directement ici. Comme je vous le disais, le nom, on peut renommer à chaque fois, ça ne pose aucun problème. Ici, je regarde s'il est pair ou impair. Donc si nb modulo 2 égale 0, donc si la division par 2 se passe bien,
il n'y a pas de reste, ça veut donc dire que mon nombre est pair. Donc return 1, else return 0. Comme je le dis là, si donc pair me renvoie 1, alors je peux print pair, nani nana. Donc je reçois mon x ici que j'appelle nb et je return ou bien 1 ou bien 0. Soit dit en passant, ici ceci n'a aucun intérêt. Autant l'écrire comme ça. Et en effet, si je recompile et que j'envoie, il me dit que c'est un pair parce que parce que c'est pas 2, c'était 5. Touc. Et si je mets 4, pair. Donc, le concept de la fonction, c'est ça, c'est de pouvoir en fait rendre notre code plus agréable à lire en faisant des fonctions à droite à gauche qui vont calculer des choses en dehors du code principal. Donc moi en plus, j'aime bien en général faire des toutes petites fonctions qui font des petites choses. Et à chaque fois que j'ai besoin de faire cette petite chose, je crée une fonction quelque part. Et comme ça, en fait, ça ne pose pas de problème à mon code. Ici, voilà, j'ai une fonction pair, je comprends bien qu'elle va me renvoyer pair ou impair à moi aussi. Après, de donner des noms qui vont bien pour que si quelqu'un reprenne mon code, il sache tout de suite en fait ce que je suis en train de faire. Au niveau des fonctions, des petites choses à savoir. D'abord, il est tout à fait probable de concevoir des fonctions où on n'a tout simplement pas besoin qu'elles retournent quoi que ce soit. Nous verrons donc le type void qui veut tout simplement dire voilà, je ne renvoie justement rien. Mais bon, ce n'est pas notre cas ici. Ce qu'il faut comprendre aussi avec les variables, c'est ce que l'on appelle la portée d'une variable. Exemple simple. Si je prends mon int x est égal à 4, que je l'envoie donc à la fonction pair, et que je fais ça. nb plus égal 1. Donc x est égal à 4, j'appelle la fonction pair, je lui donne une valeur de 4, que je retrouve ici. nb plus égal 1, ça devrait faire 5, et si je le print ici, je devrais en fait obtenir 5. Et c'est le cas parce que j'ai pas sauvegardé. Je devrais obtenir 5 et j'obtiens 4. Pourquoi? Parce que quand j'envoie en fait mon x dans cette fonction, en fait, le x que je retrouve ici n'est rien d'autre qu'une copie. Copie qui sera en fait détruite à la fin de cette fonction. D'où l'intérêt d'avoir un return. Là, en fait, je peux return nb. Et donc, en dessous, je peux donc dire x est égal au retour de la fonction pair. Et à ce moment-là, bien évidemment, ça fonctionne. Dans le cas d'une chaîne de caractères, il est vrai qu'on n'est pas forcé de la retourner. Mais j'ai pas forcément envie de vous l'expliquer maintenant car ce sera beaucoup mieux expliqué quand nous parlerons en fait de l'allocation de mémoire dynamique. Mais il est vrai que si je le fais en char, que je me prends une chaîne de caractères coucou, que cette chaîne de caractères je l'envoie donc à ma fonction pair, sans la retourner, ici donc void, ici je reçois donc un char, nb et c'est donc un tableau de char. Le nb plus 1, c'est pas dit que ça lui plaise beaucoup, ça sera... on va prendre la première lettre de ce tableau de caractères, de cette chaîne de caractères, et on va lui donner la valeur, admettons, grand X. Et là, donc, je ne la return pas. Ça, pair, took. Ici, je passe le flag en S pour dire que c'est une chaîne de caractères, et je print X. Là, je n'ai pas besoin de la retourner pour que voilà, le X soit changé. C'est juste dans un premier temps, si ça vous arrange, que vous avez besoin de retourner un int et en plus de modifier une chaîne de caractères, c'est possible. Mais bon, je ne vais pas expliquer tout de suite pourquoi dans l'unique cas d'une chaîne de caractères, en fait, ça fonctionne. Voire plutôt dans le cas d'un tableau en général, ça fonctionne. Mieux vaut pour l'instant retourner ce que l'on veut. Et d'autre part, l'intérêt des fonctions, c'est d'essayer de faire en sorte que le code soit le plus clair possible. On pourrait faire des gros programmes en n'utilisant aucune fonction, en mettant toutes les lignes les unes en dessous des autres, et ça serait vraiment ignoble. Donc voilà, l'intérêt de la fonction, c'est donc
de pouvoir rendre le code plus propre, entre autres. Vous remarquerez ensuite autre chose, qu'en C, du moins il y a, on va dire, deux écoles. Il y a ceux qui mettent la fonction main tout en haut et qui écrivent leur fonction en dessous. Là, si on fait ça, vous verrez qu'au niveau de la compilation, voilà, il vous dit attention, implicite déclaration de la fonction pair. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, un programme en C, quand il se lance, il va lire toutes les lignes, les unes après les autres, jusqu'à arriver sur la fonction main. Dès qu'il arrive sur la fonction main, il commence à travailler. Et à un moment, on lui demande de lancer la fonction pair, or, il n'a aucune idée de ce que c'est que cette fonction pair, parce que le programme n'est pas descendu en fait jusqu'en bas. Donc, moi, j'ai pour habitude de mettre la fonction main tout en bas, et au-dessus, je mets les fonctions sur lesquelles je travaille, les fonctions que je crée pour faire le boulot que je leur demande. Si vous êtes perturbé par ça, en fait, il faut faire ce que l'on appelle un prototype. C'est-à-dire, il faut au-dessus juste écrire le nom de la fonction pour que quand le programme se lance, en fait, il passe dessus au moins une fois et qu'il sache que ça existe. Et en effet, à ce moment-là, tout va bien. Donc bon, voilà un cas très basique de fonction, mais ce peut être adapté à tout ce que l'on veut, tout, tout simplement. Et des fonctions, on en a déjà utilisé, nous, voilà, des fonctions, on peut donc les créer, ou on peut se servir de fonctions qui sont préconstruites. C'est là qu'on va juste faire rentrer en jeu le concept de header. Les headers, ces choses-là, ce sont en fait des librairies système que j'inclus à mon programme dans le but d'utiliser un code qui n'est pas le mien. Ces headers-là, on peut les retrouver grâce au manuel que l'on a sur internet ou moi sur Linux, je les ai tout de suite. Donc si je fais man printf, par exemple, je le trouve tout de suite. Sauf que c'est pas celui-là. C'est man 2, je crois, printf. Non, alors 3. Donc, et je retrouve donc le prototype, entre autres. Donc le printf, il y a plein de manières différentes, de versions différentes du printf. Printf, fprintf, dprintf. Voilà. Bon, moi c'est le printf dont je me sers. Alors c'est vrai que j'ai pas pris le meilleur exemple pour commencer parce que bon, les trois petits points, printf est une fonction qui peut prendre un nombre illimité d'arguments. Et on le voit très bien en fait quand on s'en sert. Je fais printf et autant de fois que je mettrai de pourcentage quelque chose, je pourrais mettre d'arguments derrière. Voilà, ça pourrait tirer, je pourrais en avoir vraiment une infinité. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple et je vais pas forcément rentrer dans les détails à ce niveau-là. Mais par exemple, pour le projet qui va suivre, on peut utiliser voilà, les fonctions les plus basiques en C. Write, qui est un petit peu la base de printf. Bon, aujourd'hui on ne s'en sert plus trop. Read, open. Donc là je mets pas les arguments, mais on peut très facilement aller les voir. Donc écrire quelque chose. Aujourd'hui tout le monde se sert plutôt de printf. Read, pour lire aussi bien dans un fichier que pour lire au clavier. Pour lire au clavier, on aura plutôt tendance à utiliser scanf, qui est donc une fonction assez proche de printf. Elle fonctionne avec les mêmes pourcentages. Open, pour ouvrir un fichier, ou d'ailleurs vérifier aussi l'existence d'un fichier. Et toutes ces fonctions, hop, man, open, voilà. Quand on ouvre le manuel, en fait, tout de suite, les include. Si je veux ouvrir un fichier, il va falloir que je rajoute ça en haut de mon programme. Voilà, à partir de là, grâce à ceci, je peux utiliser printf. Grâce à ceci, je peux utiliser open. Tout simplement. Et ça va me permettre voilà, de pouvoir utiliser ce que je veux.
Plus tard, par exemple, quand on fait un programme graphique et que l'on a l'habitude d'utiliser des fonctions, les mêmes fonctions dans tous les programmes que l'on crée, on peut tout simplement se créer ses propres librairies, enfin bibliothèques en français. Voilà, on peut se créer ses propres bibliothèques, mettre les fonctions qui nous arrangent, et en se contentant de mettre include, on peut utiliser des fonctions que l'on a utilisées dans un autre programme. Voilà en gros l'histoire des points H. Et pour le projet, puisque là on va pas tarder à y arriver, on peut se regarder read, open, et comme je disais, write aujourd'hui, on l'utilise plus réellement. Qu'est-ce que j'ai fait? Tuc. Mais donc par exemple, dans le cas de open, donc open renvoie un int, la fonction s'appelle open, il prend en paramètre un constant char étoile passName, toujours pareil pour l'instant l'étoile considérée que c'est un tableau. Et ce passName, c'est tout simplement l'endroit où se trouve le fichier que je veux ouvrir. Et à côté, il me demande un flag. Ce flag, on les a tous en dessous. Append, A5, close exec, je ne sais pas du tout ce que c'est, oCreate. Alors les autres, je sais qu'ils sont cachés quelque part, j'ai un peu la flemme de les chercher. Les plus basiques, ORD only, c'est tout simplement read only, uniquement pour lire un fichier. Il y a read et write. Le append, c'est quand j'écris dans un fichier, ce que je vais écrire va se mettre les uns en dessous des autres, les uns à la suite des autres. Ici, on avait le oCreate. Si jamais je tente d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, en mettant ce paramètre-là, le fichier va automatiquement se créer. Voilà, open c'est assez basique, et tous les manuels sont faits de la même manière. Donc on a le name, les include, la tête naturellement comme ma fonction, et dans ce cas-là on a des flags, il faut aller voir en dessous exactement quel flags est intéressant pour nous. Voilà. Encore une fois, je ne rentre pas trop dans le détail, on va le voir dans la vidéo d'après. Par contre, intéressant, l'ouverture d'un fichier renvoie un int. Bien, si on descend en fait, on peut trouver... Alors le manuel d'Open, c'est vrai que il est un peu énervé. Voilà, return value. Open, et les autres aussi, return un file descriptor. Il return en fait un file descriptor, c'est un int, donc c'est un numéro. Et c'est un numéro qui correspond au fichier que l'on vient d'ouvrir. L'exemple le plus basique, c'est par exemple le file descriptor 0, quand on l'utilise avec read. Ce file descriptor, c'est tout simplement l'entrée clavier. Avec write, qui demande aussi un file descriptor, on aura tendance à mettre 1. Ce sont des files descriptors qui ne changent jamais. 0, c'est ce qu'on appelle l'entrée standard, c'est le clavier. Le 1, c'est la sortie standard, c'est le terminal. Le 2, c'est la sortie d'erreur. Ces trois-là ne changent jamais. Si j'ouvre un fichier, j'ai une bonne probabilité de me retrouver avec le file descriptor 3. Et à ce moment-là, n'importe où dans le programme, si je fais write et que j'écris sur le file descriptor 3, en fait, ça écrira tout simplement à l'intérieur du fichier. Comment dire, d'une manière basique au niveau des systèmes d'exploitation, enfin principalement de Linux, l'endroit où on écrit n'est rien d'autre en fait qu'un numéro. C'est 0 entrée standard, 1 sortie standard, 2 sortie d'erreur, 3 admettons un fichier quelconque dans lequel je désire écrire. Donc open et les deux autres vont me return en fait ce file descriptor correspondant à mon fichier. Et si ça venait à planter, il renverrait -1. Donc il est toujours intéressant de vérifier le retour d'une fonction. C'est aussi intéressant, admettons, de faire... Ici, je dis, j'attends en fait que l'on m'envoie coucou. C'est ce que je faisais juste avant, plutôt, je n'ai plus le code, mais j'attendais que l'on m'envoie coucou. Il est toujours intéressant de dire si AV... non, c'est AC. AC qui est le nombre d'arguments que je reçois. Si AC est différent de 2, alors, hop, return 1. Sinon, en fait, continue le programme d'une manière standard. Bon, ben là c'est la même chose.
Donc AC correspond au nombre d'arguments que je vais recevoir. Ça permet ici, si j'écris AV 1, 2, 3, 4, 5, d'être sûr que je vais tomber, que je vais tomber sur une case mémoire qui existe. La fonction open fait exactement la même chose. Open, elle arrive, elle dit est-ce que j'arrive à ouvrir le fichier? Non. Bon, alors return pour le coup, -1. Pour montrer à l'utilisateur en fait que ce qu'il me demande de faire, c'est pas possible. Sinon, j'ouvre le fichier jusqu'au bout et je retourne un file descriptor. Bon, après c'est des fonctions, ça, pareil, je rentre pas trop dans le détail. À force de les utiliser, honnêtement, ça rentre tout seul, quoi. Donc ça, c'était l'open, et on aurait pu regarder le man read de la même manière. Donc quel est son nom? Read. Pour m'en servir, je dois mettre unistd.h. C'est d'ailleurs pour ça que je prends souvent l'habitude maintenant, moi quand je code, c'est stdio unistd.h et stdlib. Voilà, quand je code en C, maintenant je me prends même plus le chou. Là, ça je l'utilise pas forcément tout le temps. Mais maintenant, c'est que ces trois-là, je les mets tout de suite. Ça correspond aux trois quarts des fonctions les plus basiques en C que l'on est censé utiliser. Il doit y avoir, l'unistd, on vient de dire que c'était read, et le stdlib, à tous les coups, ça doit être le malloc. Stdlib. Voilà, malloc, pareil que nous verrons dans une prochaine vidéo. Donc c'est reparti. Le name, c'est read, très bien. Synopsis, j'ai besoin de cet include. Quelle tête a la fonction? SSSizt, c'est un long, en fait. Il prend d'autres noms pour diverses raisons, mais en fait c'est un long. Et alors le size_t, c'est un long unsigned, et le SSSizt, c'est un long signed. Bon, dans tous les cas, c'est un long. Read, ok, très bien. Il veut quoi? Ah bah tiens, un file descriptor, un int file descriptor, c'est exactement ce que vient de me donner le open juste avant. Un buffer, bon, c'est tout simplement une chaîne de caractères, et un count. En fait, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, je rentre dans le fichier correspondant au file descriptor, je lis sur une quantité count de chars, et je les mets à l'intérieur du buffer. Je rappelle, petite étoile, vous pouvez la remplacer par crochet-crochet derrière. Tout simplement. Et en fait, enfin non, je vais pas passer au write tout de suite, mais voilà, le manuel nous dit ça, et donc le fonctionnement, c'est j'ai besoin du FD qui m'a été donné par Open, je lis sur une distance de temps, admettons, dans le fichier, j'écris coucou, alors si on le sait, c'est bien, je compte de 6 octets, et il va me les mettre là-dedans. Return value, on success. En succès, le nombre de bytes, le nombre d'octets qui a été lu est retourné. 0 indicates the end of file. Et non, je le vois pas. Si, parce qu'il est à la ligne d'après. Et de la même manière, il renvoie -1 en fait s'il y a un problème. Donc, en raccourci, read, il renvoie le nombre d'octets qu'il a lu. Si dans mon fichier il y a écrit coucou, je dois lire de 6, il doit me renvoyer 6. S'il ne me renvoie pas 6, c'est qu'il n'y a pas ce que j'avais prévu dans le fichier. Et s'il me renvoie -1, c'est carrément qu'il n'a pas réussi à ouvrir le fichier. Voilà en gros. Et on peut quand même finir à la limite sur le write, même si comme je le disais, on s'en servira pas. Mais j'aime bien quand même présenter les fonctions les plus bas niveau, vraiment les plus basiques du C. À la place de write, on aura tendance à utiliser fortement le printf, qui nous arrangera à tous les niveaux. Alors le write, c'est parti. Il s'appelle write, très bien. Je suis pas sur le bon. Non, alors ça doit être 2. Voilà. Donc, include unistd.h, il s'appelle write. De la même manière, c'est le même size_t qu'auparavant. Et le write, il dit quoi? Eh ben, il prend un file descriptor lui aussi. File descriptor étant, dans énormément de cas, je peux me contenter d'écrire write 1 coucou. Et en fait, 7.
Mince, je me souviens plus sur... Bon, tant pis. Donc write aussi, fonction de base. Je write. Le file descriptor, c'est donc le 1, c'est donc la sortie standard. Le coucou, c'est ma chaîne de caractères. Quelle taille fait-elle? 7. Et ce file descriptor, quand je mets 1, ça correspond à la sortie standard, 2 à la sortie d'erreur, et 3, si je faisais un open avant et que j'ouvrais un fichier, j'aurais un autre file descriptor, je pourrais le mettre là et ça écrirait directement dans le fichier. Voilà. Donc, en conclusion, on peut donc chacun se créer nos fonctions, et on peut aussi utiliser des fonctions naturellement pré-créées. Que ça soit la fonction principale, qui est la fonction donc main, ou que ça soit des fonctions de type write, read, printf, scanf, et bien d'autres. Pour toutes les fonctions de base, donc, ne pas hésiter, enfin toutes les fonctions qui appartiennent à la libc, ne pas hésiter à sortir des manuels. Alors il y a au départ, ça peut paraître un peu énervé, les manuels, mais rapidement, honnêtement, on s'y fait. Et ensuite, Google est notre ami, hein. Voilà, si printf, quand on va se chercher comment ça s'appelle, tous les flags qui sont là, voilà, les flags, il y en a quand même un gros paquet, quoi. CTRL D pour les integers, c'est quoi les U, c'est quand on va pouvoir faire des unsigned, les C pour les chars, S pour les chaînes de caractères. Bon voilà, il y a quand même un certain nombre de paquets de flags. Bon, rien n'empêche de faire un petit coup de Google, print un unsigned de longue par exemple, et puis tout de suite ça tombe. Quoi d'autre? Donc en conclusion, ce cours se veut un petit peu intensif et sans forcément rentrer fortement dans les détails, car c'est vrai que moi on m'a appris à coder au travers directement de projets et que j'ai envie pour cette chaîne de faire un petit peu la même chose. C'est pour ça que la seconde vidéo, qui est donc l'application de l'ensemble de cette vidéo, arrive d'ici peu, enfin d'ailleurs au moment où, au moment où je vous cause, en fait elle est déjà quasiment finie. Et donc on va on va faire un résolveur de Sudoku. C'est quand même un projet qui, chez moi de souvenir, je crois qu'il fait de l'ordre de 180 lignes. Je l'ai où? Est-ce que je l'ai là? Bon, tant pis. Qui fait de l'ordre de 180 lignes, donc c'est pas un petit projet, c'est aussi un projet où bon, faut se creuser un petit peu la tête pour voir un algorithme qui pourrait être intéressant, sachant que le mien est plutôt basique. Et donc je pense que s'il y a encore des questions sans réponse à ce stade-là, lors lors du recodage en fait du résolveur de Sudoku, je pense que tout va franchement s'éclaircir. C'est pour ça que l'autre vidéo sera aussi assez longue. Je vais vraiment prendre le temps de recoder le Sudoku en live et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, voilà, en commentaire surtout à me dire un petit peu ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Ne me parlez pas de la qualité de mon micro, par exemple, parce que j'en ai bien conscience. Je m'écoute parler, ça me fait bizarre. Et pour l'instant, j'enregistre sur mon téléphone et en fonction de si les vidéos plaisent ou non, je m'achèterai un micro, bien sûr. Mais pour l'instant, voilà, j'enregistre sur mon téléphone et tout et tout. Donc, non, autre chose, c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a des choses que j'ai franchement vulgarisées et d'autres, je pense entre autres aux variables, qui a été un passage un petit peu long. Voilà, j'attaque les variables, tout de suite les signed et les unsigned, tout de suite les listes. Et tout ça, je le fais. Il y a pas mal de choses que je vulgarise un peu fortement. Et d'autres, bon, le passage par le binaire, voilà, fallait y passer, hein. Je sais pas si ça en a rébuté quelques-uns d'entre vous, mais voilà. Donc, je serais très curieux d'avoir en commentaire voilà, votre retour et de me dire si ça vous plaît bien ou non, en sachant que c'est franchement pas la vidéo la plus intéressante et que la seconde va être, je pense, beaucoup mieux parce que justement, on va mettre un petit peu les doigts dans le gras, quoi. Sur la troisième vidéo, comme je le disais, allocation dynamique de mémoire. Donc ça, c'est une vidéo déjà un peu plus technique, mais bon, il faut bien la faire.
Et à partir de la quatrième vidéo, on retourne dans le projet et on essaye d'optimiser tout ça. Donc je pense que ça sera déjà plus intéressant si vous avez trouvé la première chiante. Ce qui est tout à fait possible. Je dirais quand même une dernière chose. Je refais de la pub pour ce mec. Formation vidéo, la chaîne qui s'appelle Formation vidéo. Voilà, il pousse infiniment plus que moi chacune des parties que je viens de faire. N'hésitez pas encore une fois à regarder ces vidéos si vous voulez vraiment en savoir plus. Je répète ce que j'ai dit au départ, je ne veux pas faire une chaîne qui ressemble à la sienne. Donc j'ai fait les cours de base, enfin les basiques en C sont faits là d'une manière un peu intensive, un peu rapide, et ensuite hop, on passe au projet et on avance. Voilà, en gros, je crois qu'il ne me manque rien. Eh bien, je vous dis donc à bientôt pour notre premier projet. Ciao ciao les amis.